15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Cérémonie de remise de matériel informatique entre le Haut Commissariat aux réfugiés et l'ONARS. Et Erdogan réaffirme son soutien à la Palestine lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministère de la Santé informe la population et les résidents que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché hier son plus haut niveau d'alerte face à la résurgence des cas de variole de singe appelée monkeypox ou mpox et a déclaré cette maladie comme urgence de santé publique de portée internationale. Le ministère de la Santé de Djibouti porte à votre connaissance qu'aucun cas n'a encore été détecté sur le territoire national. Cependant, des cas ont été signalés dans des pays de la sous-région et en appel à la vigilance. Le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour assurer la santé de la population et de tous les résidents sur le territoire de la République de Djibouti. Fin de citation. Et justement, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de mpox en Afrique. Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a déclaré le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus. C'est une situation qui devrait tous nous préoccuper, a-t-il dit. Seul le chef de l'OMS peut lancer l'urgence de santé publique de portée international sur les conseils d'un comité ad hoc d'experts. Les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion ont tous estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale, a affirmé aux journalistes le président du groupe d'experts Dimi Ogoina. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsqu'une épidémie de mpox portée par le CLAD groupe 2B s'était étendue à travers le monde, mais l'épidémie actuelle, partie de la RDC est pour l'heure circonscrite en Afrique à ses spécificités. En premier lieu, un virus plus contagieux et dangereux. Elle est provoquée par le clade 1 et par une variante encore plus dangereuse, le clade 1B. Son taux de mortalité est estimé à 3,6%. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré mardi de son côté une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte face à l'épidémie croissante de mpox sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Un total de 38 465 cas de cette maladie anciennement connue sous le nom de variole du singe ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès, avec notamment une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à l'année précédente, selon des données publiées la semaine dernière par l'Agence de santé Africa à CDC. Et dans le cadre de la volonté des deux gouvernements djiboutiens et éthiopiens d'accélération de la mise en œuvre du projet d'une importance stratégique pour Djibouti et pour l'Éthiopie de connexion du rail au dépôt pétrolier de Doralé, le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Ghedi, et le ministre de Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, ont co-présidé hier à Addis Abeba une importante réunion de travail tripartite Djibouti-Éthiopie Horizon Terminal Limited consacrée aux discussions sur l'état d'avancement global de ce projet d'envergure. Les discussions entre les différentes parties étaient axées sur la question du renforcement de la performance journalière et du terminal pétrolier de Doralé en matière de chargement et d'approvisionnement du marché éthiopien en produits pétroliers, avec pour objectif poursuivi de faciliter et d'améliorer davantage le service fourni. Et dans la journée d'aujourd'hui, au siège de l'ONARS à PK13, a été organisée une cérémonie officielle de remise de matériel informatique et de support de communication pour la lutte contre les fraudes et la protection contre l'exploitation des abus sexuels. Cette cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur, Suleiman Moumine, du représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, Philippe Crépy, du secrétaire exécutif de l'ONARS par intérim, Mohamed Ali Kamil, ainsi que le secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, Hussein Chardi, ainsi que les leaders des communautés réfugiées dans le pays.
Dans leurs allocutions, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur et le secrétaire exécutif de l'ONARS ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit du nouveau représentant du HCR, Philippe Crépy, pour son soutien indéfectible en faveur du renforcement des capacités de l'ONARS. Et dans son discours, le représentant du HCR a rendu hommage au leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement pour sa clairvoyance et son leadership éclairé concernant la protection des personnes déplacées de force. De la vie sociale et économique en général. Et dans le cas présent, le focus est sur la protection et les solutions durables. Étant dans une phase d'inclusion et de transition, les solutions sont à renforcer au bénéfice des populations hôtes et des réfugiés. L'utilisation des supports digitaux est cruciale. Le gouvernement s'en investit et cela porte ses fruits et contribue au développement économique et à la modernisation du pays, Djibouti. Cet appui de l'UNHCR vient renforcer l'écosystème informatique de l'ONARS. Je suis convaincu que le travail réalisé par ONARS, les objectifs poursuivis et la nouvelle dynamique du bureau de l'UNHCR Djibouti vont propulser, sans aucun doute, les solutions durables pour les personnes déplacées de force. À travers cet appui, le Haut Commissariat pour les réfugiés exprime, une fois de plus, son soutien indéfectible à l'ONARS et sa détermination à travailler pour réaliser les priorités du gouvernement en matière de protection et de solutions dans une logique de partenariat pratique et efficace à la satisfaction des populations hôtes et des réfugiés vivant dans les zones d'accueil de réfugiés. Suivons à présent l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS. La cérémonie d'aujourd'hui, marquée par la remise de cette donation, arrive à un moment crucial et revêt une importance capitale pour nos programmes d'assistance aux réfugiés et sinistrés. Ces outils nous permettront de renforcer considérablement nos capacités à protéger, à sensibiliser, former et soutenir les communautés que nous servons. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur le représentant du HCR pour sa collaboration étroite et son soutien indéfectible. Votre présence constante à nos côtés et votre implication active dans nos programmes seront essentiels pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et d'offrir une assistance toujours plus adaptée aux besoins de nos bénéficiaires. Je voudrais également exprimer ma gratitude à l'ensemble de l'équipe du HCR et de l'ONARS pour leur travail acharné et leur dévouement. Votre contribution est inestimable et nous aide à faire une réelle différence dans la vie des réfugiés. Nos efforts combinés permettent de créer un environnement plus sûr et plus accueillant pour les réfugiés et les demandeurs d'asile à Djibouti. Et suivons également l'intervention du représentant du ministre de l'Intérieur. Avec une grande joie que je me tiens devant vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie de don d'un lot de matériel informatique composé de 13 ordinateurs généreusement octroyés par le HCR à l'ONARS. Je saisis cette occasion pour adresser, au nom du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nouh Hassan, mes vifs et solennels remerciements à M. Philippe Crépy, représentant du HCR. Votre soutien indéfectible en faveur du renforcement des capacités de l'ONARS est profondément apprécié et salué. Ce don précieux, dont je ne doute pas qu'il sera fait de bon usage, témoigne de l'engagement fort et constant du HCR qui permet encore et toujours la consolidation des activités mises en place par nos institutions, en particulier celles chargées de la protection des réfugiés.
Toujours en nouvelles du pays, une cérémonie solennelle a eu lieu dans la salle d'honneur du camp Cheikh Ousmane pour la décoration du général de division aérienne Comfort, Laurent Boité. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a élevé au rang de commandeur de l'ordre national du 27 juin le général de brigade aérienne, Laurent Boité, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bourré, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, ainsi que les autorités militaires. Au nom du président de la République et un petit des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur ordre national du 27 juin. L'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré ce matin en grande pompe le 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. La cérémonie commémorative s'est déroulée dans l'enceinte de la chancellerie indienne située à Hermouz avec la participation de la communauté indienne installée à Djibouti. La célébration de ce 77e anniversaire s'est tenue en présence de quelques cinquantaines de la marine indienne en membre du patrouilleur hauturier de nouvelle génération de la marine indienne qui effectue actuellement des patrouilles anti-piraterie dans le golfe d'Aden. Côté Djibouti, on pouvait compter la présence de quelques personnalités, dont Sarah Serid Daoud, première conseillère du président de la Chambre de commerce de Djibouti, de par la mission de la Chambre du commerce, institution représentative du secteur privé à l'échelle nationale. La jeune Sarah maîtrise bien la langue indienne et représente le symbole du partenariat solide entre Djibouti et l'Inde. C'est avec un sentiment plein d'émotion qu'elle a réagi pour souhaiter bonne fête au peuple indien. De nombreuses manifestations se déroulent dans les grandes villes, défilés militaires, concerts, courses à pied, concours de cerfs-volants. C'est également le jour où le président indien s'adresse à la nation depuis le Fort Rouge de Delhi. Et dans son discours prononcé à l'occasion de cette fête, l'ambassadrice intérimaire de l'Inde, Madame Pushpa Kumar, a lu à cette occasion une allocution par laquelle elle a adressé ses meilleurs vœux à l'ensemble de la population indienne. Nous nous souvenons avec gratitude, a-t-elle indiqué, des combattants de la liberté et des révolutionnaires, de la lutte et des sacrifices héroïques pour nous libérer du régime colonial, a-t-elle indiqué en substance. La diplomate a salué la relation bilatérale entre la République de Djibouti et l'Inde dans tous les domaines, à savoir l'enseignement supérieur, la santé ainsi que le commerce. Le gouvernement indien apprécie sa coopération avec la République de Djibouti, havre de paix et acteur incontournable des efforts de paix dans la Corne de l'Afrique, a indiqué l'ambassadrice intérimaire de l'Inde à Djibouti lors de sa déclaration.
Pour la première fois, Djibouti sera représenté aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui se dérouleront du 10 au 20 août à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette participation marque une étape importante dans la promotion de l'excellence en mathématiques parmi les jeunes djiboutiens. L'équipe djiboutienne est composée de 4 lycéens brillants, 2 garçons de première S et 2 filles de terminale S, tous ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat. Ces jeunes prodiges seront accompagnés par 2 professeurs de mathématiques, membres de l'association Adam Math, qui œuvre activement à la préparation des élèves djiboutiens aux compétitions internationales de mathématiques et de programmation. Le PAMO, l'Olympiade panafricaine de mathématiques, créée en 1987 par l'Union mathématique africaine, est une compétition prestigieuse qui rassemble des lycéens de tous les continents pour conquérir au plus haut niveau. Ce concours qui s'étend sur 2 jours met à l'épreuve les compétences des participants dans des domaines tels que l'algèbre, la géométrie, le combinatoire et la théorie des nombres. La participation de Djibouti à la 31e édition du PAMO est une opportunité unique pour les élèves de se mesurer à leurs pairs africains, de tisser des liens et de promouvoir les échanges culturels. Djibouti est fier de cette première participation et espère que cette initiative encouragera davantage de jeunes à s'engager dans des sciences et les mathématiques. Et enfin, tôt dans la matinée du vendredi dernier, 3 catégories d'âge de l'Académie East Africa de Djibouti, à savoir les 7-8 ans, les 9-11 ans et les 12-14 ans, accompagnés de leurs éducateurs, éducatrices et de quelques parents volontaires, se sont déplacés en destination de la ville fraîche d'Arta. C'est sous escorte d'un véhicule de la gendarmerie routière que le convoi, composé de 2 grands bus et du véhicule des encadreurs, arrivèrent à destination. Aussitôt arrivés, la première phase du tournoi commence sur le terrain synthétique du Sunny Hill. Et dans cette première phase, des équipes de chaque catégorie jouent entre elles. La ville d'Arta a été représentée par une équipe dans chaque catégorie d'âge. Et cette première phase du tournoi s'achève et un classement est fait pour chaque catégorie. Et à midi, les enfants sont accueillis comme des rois au sein de l'AMIA où le déjeuner leur est servi. Et aussi le commandant de l'AMIA, le colonel Mohamed Mouni et ses adjoints, pour leur accueil chaleureux et en remercier donc la direction générale de la RTD et pour la couverture et la visibilité de ces activités. Tous les enfants rentrèrent sains et saufs à leur domicile et auprès de leur famille après les différentes compétitions. Dans l'actualité internationale, à présent, au moins 19 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes nocturnes dans la bande de Gaza, ont rapporté hier des sources locales. La défense civile palestinienne a signalé 4 morts dans un appartement de Hamad, à l'ouest de Khan Younes, ciblé par des avions de guerre israéliens. À Rafah, l'armée israélienne a démoli des zones résidentielles entières dans le quartier de Tel al-Sultan, ont déclaré des témoins. Et dans le nord de la bande de Gaza, 2 Palestiniens ont été tués et 5 autres blessés lorsqu'un drone israélien a frappé une maison de Beit Lahia, a déclaré une source médicale de l'hôpital Kamal Adwan. L'offensive israélienne en cours fait l'objet de critiques internationales pour avoir violé une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le conflit a fait plus de 39 900 morts et plus de 92 000 blessés depuis une attaque surprise du mouvement de la résistance palestinienne Hamas, selon les autorités locales. La Cour internationale de justice a accusé Israël de génocide et ordonne l'arrêt de ses opérations militaires à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge avant l'invasion de la ville le 6 mai dernier.
Erdogan réaffirme son soutien à la Palestine lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas mercredi, hier donc au complexe présidentiel, pour discuter de la violence continue d'Israël dans les territoires palestiniens et des mesures nécessaires à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Au cours de la réunion, les dirigeants ont abordé les atrocités commises par Israël en Palestine et ont examiné les stratégies visant à instaurer une paix durable. Le président turc a exprimé sa satisfaction quant au fait que le président Abbas s'adressera à la grande assemblée nationale turque aujourd'hui. Et enfin, les inondations qui frappent actuellement l'Afrique centrale et de l'Ouest ont déjà touché plus de 700 000 personnes selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Cette situation alarmante est le résultat de pluies torrentielles qui s'abattent sur la région à peine 2 mois après le début de la saison de pluie. Et face à l'ampleur de la catastrophe, les Nations Unies, en collaboration avec leurs partenaires, ont intensifié leur soutien au gouvernement des pays concernés. L'aide fournie comprend la distribution de nourriture, d'abris ainsi que de services d'eau et d'assainissement. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.